Cette semaine à la ligne bleue, on parle de l'actualité des Carabins avec Raphaël Bergeron-Gosselin. Et en entrevue, Camille Santerre et Gabriel Chancy, des équipes de volleyball des Bleus. Et bonjour Raphaël. Salut Renaud. Hey, on est tout seul aujourd'hui, Laurence n'est pas là. J'allais dire on est bien, mais non, je vais pas dire ça. De la place. Juste que de l'espace, c'est ça. Là. On n'a juste pas eu notre petite chanson de motivation au début. Là. C'est vrai, on n'avait pas la playlist de Laurence. C'est comme des behind the scenes. Là. Laurence nous motive toujours avec une petite toune. C'est quoi l'autre jour? C'est Follow the Leader, il me semble. En tout cas, il y a toujours... C'est son répertoire Spotify très diversifié. Là. Mais c'est vrai qu'elle anime nos matins et nous rappelons. Là, il va falloir que nous-mêmes, on s'abreuve en énergie. C'est bon. Nous qui avons quand même passé le week-end dans des compétitions, pas extrêmement reposés. C'était pas reposé ce week-end? Je sais pas. Non, ça a été un gros week-end. Moi, j'étais à Vancouver pour les finales canadiennes de natation, le championnat U-Sport de natation. Et non, c'était pas de tout repos parce qu'il y a des séances préliminaires le matin. Après ça, on revient à l'hôtel pour 1 heure ou 2. Puis après, 2 heures, 3 heures. Puis après ça, on retourne parce que c'était comme à une demi-heure la piscine. Là. Les séances finales du soir. Là. Séance finale du soir. Donc, c'est sur 3 jours, préliminaire, finale à chaque jour. Ouais. J'ai vu beaucoup de piscines. Du chlore. Je sens encore le chlore, mes cheveux doivent sentir le chlore. Et malgré le fait que je ne me suis pas baigné, et c'est pas par envie, là, c'est juste parce que je suis pas assez vite pour me baigner avec eux. Et toi, Raphaël, donc, tu étais beaucoup là, ici au Sepsum, notamment. Il y avait toutes les demi-finales des sports d'hiver, volleyball féminin, volleyball masculin, le hockey. Il y avait beaucoup d'actions au Sepsum. Oui, on s'est promené au Sepsum beaucoup. Plus de gymnase que d'aréna, finalement, parce que, écoute, la majorité de nos équipes ont fait ça rapidement. Oui. Ce qu'il faut que les gens sachent, là, que c'est les demi-finales, c'est des 2-3. Donc, première équipe qui remporte 2 matchs sur une possibilité de 3 matchs. On va à domicile, à l'extérieur, à domicile, dans le fond. Exactement. Et autant l'équipe... on va commencer par le hockey, tiens, au lieu de faire tout ça mélangé. Là, on va commencer par le hockey. Toute la saison, ça a super bien été. On finit, je pense, 2e, finalement, dans le top 10 canadien. Parce qu'on a été au premier rang un bon moment. Finalement, 2e. On a remporté le championnat de la saison régulière RSEQ. Ce qui fait en sorte, on termine au premier rang. On reçoit le premier match. Le 2e match à l'étranger à Ottawa, parce qu'on a affronté les GGs. Et potentiellement le 3e match ici. Mais on n'a pas eu besoin de ce 3e match-là. Ça n'a même pas passé proche. Non. Parce que les filles l'ont emporté en 2 matchs. 2 victoires de 4-0. Donc 8 buts marqués, 0 accordé. Puis là, il y a tellement de choses qu'on peut dire sur avec ces statistiques-là. Là, puis on va pas décortiquer 1000 statistiques, mais... Au début de la saison, on avait Maude Trévisan qui était supposée être notre gardienne partante. Oui. Une gardienne de 2e année. C'est pas beaucoup d'expérience, mais elle a de l'expérience. Elle a fait équipe Québec. L'an passé, elle a joué beaucoup aussi. Elle a partagé le filet avec Marie-Pierre Chabot. Donc, cette année, notre gardienne de confiance, c'était Maude Trévisan. Malheureusement, elle se blesse. Aude Racine arrive puis elle joue la majorité des matchs. On en a beaucoup parlé cette année. Là. Vraiment, elle a été une belle surprise. Elle a été élue sur la 2e équipe d'étoiles RSEQ. Elle a été élue sur l'équipe d'étoiles des recrues. Naturellement. Finalement, reste que quand tu arrives en série, on avait tous un peu hâte de voir, du moins, j'avais hâte de voir comment elle allait réagir parce que c'est stressant, ça va vite, 1, 2, 3. Imagine que tu perds le premier match, puis Ottawa nous avait battus il y a quelques semaines de ça. Finalement, elle a repoussé les 53 rondelles dirigées vers elle en 2 matchs. Bravo. C'est 2 jeux blancs, c'est 2 seuls départs en carrière en série, c'est 2 jeux blancs. Difficile de faire mieux. Ouais. Puis du côté de l'attaque, si on prend ça de l'autre côté, on a marqué 8 buts, 8 buteuses différentes. Wow. Fait que quand tu es un entraîneur, exemple l'entraîneur des GGs et là l'entraîneur des Martlets qu'on va affronter en finale provinciale, tu essayes d'établir un plan de match. Par moment, tu vas te dire on va essayer de contrer Jessica Cormier, Catherine Dubois, Alexandra Labelle, name it, Valérie Saint-Onge en défensive. Estelle Duvin, il y en a, on pourrait tous les nommer. Là, là 8 buts, 8 buteuses. Donc tu dis c'est laquelle qui est la plus dangereuse parmi tout ça? Des buts en avantage numérique, des buts à égalité numérique. Oui, on n'a pas accordé de but, mais c'est aussi on a presque pas, je sais pas le chiffre avec moi, là, mais on a un statisticien avec les Carabins, là, Christophe Perrault, qui m'a donné le chiffre, mais je l'ai oublié malheureusement. Là, mais les chances de marquer, du moins, là, c'est incroyable. Là. Nos chances de marquer de qualité versus leurs chances de qualité, c'était plus que le triple. Là, Donc, écoute, ça s'est super bien passé pour nos filles de hockey. Puis c'est le fun aussi de ne pas jouer le 3e match décisif parce que c'est sûr qu'on vise la bannière provinciale. On veut aller chercher ce titre québécois-là, mais le fait d'accéder à la finale provinciale nous qualifie automatiquement pour le championnat canadien.
Donc, en ce moment, gagne ou perd en finale, on s'en va aux Canadiens. Tu sais, c'est sûr que les entraîneurs et les joueuses vont tous nous dire qu'on va aller chercher la bannière, puis c'est ça qu'on veut. Mais je pense quand même que ça t'enlève une petite pression, parce que... Mais ça fait 2 ans qu'elle nous échappe, cette bannière. C'est ça, l'an passé, c'est ce qui est arrivé. On a perdu contre les Steigners. Oui, c'est triste, mais on se retourne, puis on va au championnat canadien. Quand tu joues ta place au championnat canadien, c'est sûr qu'il y a de la pression supplémentaire. Puis là, celle-là, on ne l'a plus. L'an dernier, ça s'était passé en prolongation, on s'en souvient. On s'est qualifié pour la finale provinciale et donc pour le championnat canadien. Cette année, ça a été quand même plus facile. Oui, ça a été un peu plus facile. Mais c'était, on en parlait, je me rappelle à chaque semaine, l'importance de terminer au premier rang. Puis je pense que si on en parlait aux Steigners en ce moment, ils disaient qu'on avait raison. Parce que, encore une fois, là, je veux rien enlever aux GGs, là, mais sur papier, c'était l'équipe la plus... que tout le monde voulait affronter, là, sur papier. Dans les demi-finales, oui. Dans les demi-finales, exactement. Nous, on a affronté les GGs. Finalement, on l'a vu, 2 victoires de 4-0. En demi-finale, Martlets contre Steigners, ça n'a pas été facile. Les Steigners qui ont échappé le premier match, puis au deuxième match, les Steigners qui pensaient l'emporter, ils menaient 3-1, puis dans les dernières minutes, je pense que dans les 5 dernières minutes, les Martlets ont marqué 4 buts pour se sauver avec la victoire, la série, une place au championnat canadien. Ça, c'est une surprise, parce que les Martlets ont fini 3e derrière Concordia. C'est une surprise, mais non en même temps. Parce que 2 ou 3, c'est ça. Fait que c'était vraiment l'importance de terminer au premier rang. On l'a fait. Là, on s'en va en finale. Puis là, comme tu l'as dit, les 2 dernières saisons, la fameuse bannière provinciale nous a échappé. Donc là, c'est la prochaine étape, c'est la bannière provinciale. Puis après ça, on s'en va au championnat canadien, peu importe ce qui arrive. Mais ce serait le fun d'arriver avec la confiance d'une bannière provinciale. Une finale provinciale de hockey qui a lieu dès cette semaine. Donc, le premier match de la finale qui a lieu au Sepsum, jeudi soir, donc le 28 février, ce jeudi, excusez, il fallait que j'aille voir ma feuille, à 19h, donc ici au Sepsum, c'est un rendez-vous, parce que là, on a besoin de vous en finale provinciale. Parce que ça ne sera pas Encore une fois, c'est bizarre à dire, parce que je veux rien enlever aux GGs qui nous ont battus cette année, là. Mais face aux Martlets, en finale, ça va être autre chose. Là. Ça ne sera pas une marche dans le parc, pour reprendre l'expression anglophone. Donc, jeudi soir à 19h au Sepsum, on a besoin de vous. Ça, c'est impératif parce que ce sont les derniers matchs de hockey de l'année ici. On sait que le championnat canadien a lieu du côté des Maritimes. Donc, jeudi ici, samedi après-midi à 15h, ça a lieu à McGill. Et s'il y a besoin d'un 3e match, ça va être ici au Sepsum dimanche. À 16h. Exactement. Donc, on va espérer que jeudi soit le dernier match de la saison. Mais bon, si pour des raisons positives. Pour des raisons positives, oui, c'est sûr. Mais si on a besoin d'un 3e match dimanche, c'est pour ça qu'on a, avec les filles, parce que j'ai pas travaillé fort là-dessus, c'est pour ça qu'elles ont travaillé toute la saison pour potentiellement avoir ce 3e match-là à la maison. Moi, t'étais là à tous les matchs à domicile. J'étais là, écoute. On ne peut pas t'enlever ça. J'ai essayé de les encourager sur Twitter, sur les stories Instagram. Mais ils sont entraînés plus fort que moi. Ah oui, tantinet. Quoique ta natation sur l'heure du midi ne peut pas être laissée sous silence. Il y avait du volleyball ce week-end, les demi-finales également provinciales. On va en parler beaucoup plus longuement avec nos 2 invités du jour, Gabriel Chancey et Camille Santerre, qui, eux, ont disputé ces matchs-là. Mais donc, on peut quand même rapidement dire que nos 2 équipes sont qualifiées pour la finale. Oui, ils sont qualifiés, les gars, en 2 matchs face aux Reds de UNB, une équipe des Maritimes qui, cette année, il y avait 2 équipes des Maritimes qui ont joint la RSEQ, les Reds et les Tigers. Puis ça fait du bien parce que c'est les 2 équipes qui sont qualifiées, là, à part nous et le Rouge et Or, c'est les 2 autres équipes qui sont qualifiées, donc ils avaient leur place là. Premier match, on l'a emporté en 5 manches, donc ça a été un excellent match. Puis dès le lendemain, le samedi, moins de 24 heures après, là, on l'a emporté en 4 manches, mais encore là, on a échappé le premier set. Donc les 2 matchs, on a échappé le premier set. Fait que les Reds qui ont donné une bonne opposition. Puis, écoute, ça fait en sorte que de notre côté, on participe à une 7e présence en finale de suite. 7e fois contre le Rouge et Or. Let's do it again. Il n'y a rien d'autre à dire. On a l'an passé, on l'a emporté pour la première fois. Puis là, en longtemps. 12 ans. 12 ans. Donc, cette année, en 4 matchs, on n'a pas battu le Rouge et Or. Pourquoi pas maintenant? Je veux dire, on garde ça pour les moments importants. Il y a eu des bons affrontements. Il y en a un qui s'est terminé en 5 manches cette année en saison régulière. Il y en a d'autres en 3, mais c'était serré. Donc, ça va être un excellent spectacle. Puis, malheureusement, là, pour les partisans des Carabins, les 3 matchs de la finale vont se jouer à Québec. Nouvelle règle cette année du côté masculin. Là, l'équipe qui la mieux classée en saison régulière reçoit les potentiellement 3 matchs. Mais quand même, les matchs vont être web diffusés. Sur la chaîne YouTube du Rouge et Or. Sinon, écoute, ça se passe au PEP. Si vous voulez vous rendre à Québec, beau gymnase avec les Carabins vont être là. C'est pas très loin dans les faits, ça se fait. Puis c'est sûr qu'il y a 2 matchs. Et ça va être du très, très bon volleyball. Très bon volleyball, Les Carabins, le Rouge et Or offrent toujours un spectacle spectaculaire.
très spectaculaire. Il y avait de la natation ce week-end, Raphaël, donc on en parlait tantôt un peu. J'étais à Vancouver avec nos nageurs des Carabins qui se sont qualifiés pour les championnats canadiens. Eux qui avaient remporté les 3 bannières provinciales, féminine, masculine et du combiné. Ils étaient à Vancouver dans la belle piscine de l'Université de la Colombie-Britannique, les Thunderbirds de UBC, qui étaient les autres et qui, en plus, remportent à chaque année le championnat national. Ça. Et cette année n'a pas fait exception. Victoire du côté des gars et des filles. Il faut savoir que Toronto et UBC ont quand même l'avantage d'avoir des athlètes de calibre olympique qui s'entraînent dans la région, dans des centres nationaux. Donc, quand on voit des Kylie Mass à Toronto ou Marcus Stormmeyer à UBC nager, ils survolent l'eau. Ça n'a aucun sens. Ils ont vraiment une tête au-dessus de tout le monde. Ouais. On en a eu, nous aussi, des Olympiens avant le passé qui vont faire de belles performances. On en avait encore cette année. Absolument, exactement. Mais donc, c'est sûr qu'eux sont quand même une bonne coche au-dessus. Ouais. Donc, les Thunderbirds remportaient la bannière masculine et féminine, mais les Carabins du côté féminin ont fini au 3e rang. Donc, sur le podium national là, pour une... c'est comme 3e fois en 4 ans. Sachant que, comme tu dis, UBC et Toronto sont presque inatteignables. Quand tu finis au 3e rang, c'est le premier, c'est ça. Exactement. Chez les gars, ça a été un 9e rang. Peut-être un petit peu moins satisfaisant d'une certaine façon, mais ce que les gars m'ont expliqué avec beaucoup de recul, c'est que l'objectif de l'équipe masculine, c'est surtout de remporter la bannière provinciale. Donc, comment ça fonctionne en natation, naturellement, on s'entraîne beaucoup pour atteindre j'empruntais l'anglicisme, un pic à un certain moment donné. Atteindre ton sommet, exactement, sommet de ta forme à un certain moment donné. Et tout le monde s'entraînait parce que les grosses pointures se sont entraînées pour que leur sommet de leur forme arrive au championnat RSEQ qui était ici au début du mois de février. Absolument. Là, c'était vraiment... les gars étaient en pleine forme et il y a eu de belles courses au Sepson début février. Non pas qu'ils ont mal nagé en fin de semaine, mais c'est sûr qu'ils n'avaient pas calibré leur entraînement de façon à arriver au sommet de leur forme à UBC. Donc, au niveau des gars, peut-être un petit peu moins de points. On aurait pu finir un peu plus haut, mais quand même de belles performances, notamment une médaille d'argent au relais 4 fois 100 mètres libres, qui était la dernière épreuve de tout le week-end, de tous les 3 jours de compétition. Vincent Laperle, la recrue par excellence du circuit québécois et un peu la relève des Carabins côté masculin, a eu un très bon week-end et lui a commencé le relais 4 fois 100 mètres en terminant premier de toutes les universités quand il a touché le mur pour passer le relais au 2e nageur. C'était vraiment une performance extraordinaire parce que UBC ont des machines c'est ça, je m'en allais dire, en nage libre. Donc Vincent est parti complètement en feu et ça a permis, et les autres gars ont suivi par la suite, Vincent Taboga, Antoine Bugeaud et finalement Antoine Bernard-Lalonde qui a touché le mur, je pense que c'était 2 dixièmes avant l'Université de Toronto. Donc on a fini 2e, belle médaille d'argent, très très serrée. Une belle surprise, on ne s'attendait pas à gagner une médaille là. Donc peut-être pas de performance éclatante tout au long du week-end, mais cette performance du relais masculin à la fin a vraiment mis le sourire sur le visage de tout le monde parce que c'était pas une médaille attendue. Oui, surtout, comme tu dis, c'est la dernière compétition. Donc, tu sais, c'est un peu le souvenir avec lequel les gens ont quitté la piscine après ça. Tu sais, c'est une belle énergie, là. Tout à fait. Dans le cas de Vincent Taboga et d'Antoine Bugeaud, c'est définissant. Donc, pour eux, c'est leur dernière course à vie avec les Carabins. Ils terminent avec une belle médaille d'argent. Vraiment, les gars étaient... Écoute, je suis en train de filmer à côté d'eux sur le bord de la piscine. Ils sautent dans les bras. Ils m'ont pris dans leurs bras. Moi, la folie furieuse. Chance, on pas sauté dans la piscine avec la caméra. Ah non, écoute, là, Pierre Lamy, l'entraîneur-chef, était vraiment heureux pour ces gars. C'est ça, des belles réalisations parce que ça, c'est une surprise. Donc, vraiment, bravo. Côté féminin, 2 médailles de bronze au niveau des relais. Le 4 fois 100 mètres libre également, la médaille de bronze. Médaille de bronze au 4 nages, pardon. Donc, c'est le relais où on fait les 4 types de nages. Médaille de bronze également pour Marie-Lou Lapointe au 50 mètres papillon. Une belle surprise aussi. Elle a terminé, je pense, à 2 dixièmes, ou en tout cas, très peu d'écart avec Kylie Mass, qui est quand même une médaille olympique. C'est pas n'importe quoi. Dommage, parce qu'Anaïs Arlandis, dans cette course-là, a mal touché le mur. Elle a mal calculé, donc elle a fait une mauvaise touche de mur à la fin. Ça aurait peut-être pu mieux la classer. Quand elle est arrivée au mur, là, exactement, final, elle qui aurait peut-être pu mettre la main sur une médaille, on ne sait pas, mais c'était une petite déception de son côté, j'en suis certain, mais dans l'ensemble, de beaux résultats. Anaïs qui a terminé 4e au 50 libres. Donc des beaux résultats individuels, pas
on s'est peut-être habitué par le passé avec des médailles d'or et tout. Puis on avait aussi Sandrine qui gagnait toujours la Coupe Sprint. Là. Absolument. Les années après les Olympiques de Rio avaient vraiment comme beaucoup de performances éclatantes. Mais dans l'ensemble, c'était une belle 3e place à coup d'efforts collectifs de la part de tout le monde. Une belle performance dans l'ensemble. Donc, côté de la natation, ça s'est terminé. La saison c'est terminé pour eux. Ils peuvent maintenant... arrêter de nager. À 6 h du matin. C'est vraiment le pire, ça. On en a parlé l'autre fois qu'on les a reçus, là, mais eux, leur entraînement matinal comme ça, là, ça doit vraiment être un... T'es délivré là, quand c'est terminé. Mais en même temps, c'est une routine. Là. Tu prends l'habitude, mais il reste que de se lever à une heure plus normale, ça va être plaisant un petit peu. Absolument. Donc, un repos bien mérité pour nos nageurs qui ont vraiment... Ils nous ont bien représentés tout au long du week-end à l'Université de la Colombie-Britannique à Vancouver. Donc voilà, c'est tout pour la natation. Il y avait aussi des championnats provinciaux d'athlétisme à McGill. À McGill, je suis allé faire un tour là-bas samedi, puis ça me fait un petit peu penser même à la natation. Tu dis des résultats d'équipe, peut-être, on s'attendait peut-être un petit peu à mieux, mais individuellement, quand on regarde ça, super satisfaisant. Autant du côté des femmes, des hommes qu'au combiné, on a terminé au pied du podium, donc en 4e place. Chez les filles, je dis que c'est décevant parce qu'on espérait terminer sur le podium. L'objectif était potentiellement 3, voire 2. Il y a l'Université Laval qui est vraiment dominant, donc on visait une 2e ou une 3e place. Chez les hommes, même chose. On espérait peut-être un petit peu mieux. Puis c'est au combiné là, qu'on se disait, si nos 2 équipes font bien, peut-être qu'on pourrait aller chercher cette bannière-là. Un petit peu audacieux, comme l'entraîneur nous le disait, là, mais reste qu'on y croyait. Mais c'est individuellement qu'on regarde ça. Les MVP de la saison, donc les athlètes par excellence, chez les filles, Audrey Jackson, une carabin. Chez les gars, Kevin Robertson, un carabin. Donc les 2 meilleurs athlètes, hommes, femmes, c'est nous qui les avons. Audrey Jackson, médaille d'or aux 60 mètres, aux 300 mètres, médaille d'argent au relais 4x200, 4x400. Kevin, un peu le même pedigree, là, 1000 mètres médaille d'or, 1500 l'argent, 4x800 mètres l'argent. Puis après ça, on a plein d'autres médailles d'or, d'argent. On est habitué, saut en hauteur, Émile Olivier, qui l'an passé a tout gagné. Cette année, même chose. Sarah Bédard, médaille d'or, saut à la perche. Jade Bouchard-Guyenne, médaille d'or aux 600 mètres. Elle faisait aussi partie du relais 4x400. Donc, Éric l'entraîneur, n'avait pas encore finalisé le décompte des médailles, là, mais selon lui, à première vue, c'était soit le record ou tout près de récolte de médailles carabin pour un championnat RSEQ. Là. C'est très, 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 très le fun. Puis je regarde ça rapidement. Là. Des athlètes par excellence en athlétisme, il n'y en a pas eu beaucoup à Montréal. Côté féminin, ça remonte à 2006-2007 la dernière. Puis côté masculin, j'en vois pas depuis le début des années 2000. Donc, non, puis là, on a les 2. Donc, puis ces 2-là, ce qui est cool, c'est que ils sont pas finissants. Là. Audrey, à sa deuxième année. Kevin, je suis pas certain, par exemple, mais bon, bref, je sais qu'il n'est pas finissant. Mais écoute, super encourageant pour l'avenir. On sait que l'équipe d'athlétisme aussi n'est pas super vieille. Ça fait pas 20 ans là, que l'équipe d'athlétisme existe à l'Université de Montréal. Donc, et ce qui est super encourageant aussi, c'est que il y a une possibilité de 26 athlètes carabins qui pourraient aller au championnat U-Sport. Donc, en ce moment, il y en a 15 de qualifiés certainement, et puis il y en a 11 qui attendent des confirmations. Là, parce que ce que, encore une fois, Éric m'expliquait, c'est qu'il y a plusieurs manières de se qualifier pour le championnat canadien, faire des standards, mais par moment, les standards sont vraiment, vraiment difficiles à atteindre. Là. Donc, ils donnent l'opportunité aux athlètes si tu finis, exemple, dans le top 12 canadien, tu es aussi qualifié. Il y a plusieurs manières de se qualifier. Donc là, il faut juste que, parce qu'il y avait les championnats provinciaux aussi ailleurs, pas seulement au Québec. Donc, il faut juste qu'on compile les résultats. On compile tout ça. Donc, 15 athlètes déjà qualifiés. Il pourrait en avoir 11 autres. Une possibilité de 26 athlètes carabins qui pourraient se rendre au championnat U-Sport qui va avoir lieu au Manitoba du 7 au 9 mars. Donc, ça s'est super bien passé. Des 4e places, mais individuellement, très, très bien passé pour les carabins. Très excitant, ça. Il y avait du cheerleading. Oui, il y avait du cheerleading. Puis, écoute, c'est rare qu'on parle du cheerleading sans dire qu'on a terminé au premier rang, mais cette fois, il faut le dire, c'est le cas. On a terminé en 3e position. Puis, j'étais pas sur place, j'ai pas vu la compétition. Donc, quand je parlais à l'entraîneur, Caroline Landry, elle m'expliquait notre première prestation n'a pas été à la hauteur, tout simplement. On a fait quelques petites erreurs, une chute, c'est rien de vraiment incroyable, mais elle disait maintenant, dans le circuit universitaire, parce que leur deuxième routine a été parfaite, sans erreur,
Mais elle disait maintenant, dans le circuit universitaire, il y a tellement de parité que si tu veux terminer au premier rang comme on fait presque à chaque compétition, ça te prend 2 routines sans erreur. Tu sais, même si à ta première routine, tu fais une petite faute, tu peux presque oublier la première place. Là. Oui, tu te bats quand même, tu continues, mais mathématiquement... Là, mais c'est bon signe pour le circuit universitaire vraiment. À ce moment-là. Oui, parce que nous, ça fait 58 qu'on gagne le championnat provincial. On gagne les compétitions semaine après semaine. Puis oui, c'est plaisant de gagner, mais en même temps, c'est le fun d'avoir une certaine... de se faire pousser un petit peu par les autres universités. Donc, 3e rang pour les Carabins. Puis, c'était pas tant une déception, plus qu'on sait ce qu'on a fait de mal, on va se reprendre, puis tout va bien se passer, parce qu'on est habitué de gagner et on sait comment gagner. Oui, puis il reste la dernière étape, c'est dans 1 mois, le championnat provincial qui aura lieu du côté de Boisbriand. Exactement. Et en terminant, t'avais-tu autre chose à rajouter là-dessus? Non, mais je m'en allais justement dire... il restait soccer intérieur. On jouait contre les Stingers. Contre les Stingers. Une victoire et un match nul. Une victoire et un match nul. On va commencer avec la victoire. Tiens, du côté des filles, victoire de 4-0 face aux Stingers. Puis quand je parlais avec l'entraîneur Kevin McConnell qui me disait que c'était pas un match facile à jouer en raison de la triste nouvelle qui est arrivée cette semaine à l'entraîneur de la formation féminine de l'Université Laval, Rouge-et-Or, Elder Duhart, qui est décédé. Donc, il disait... les cœurs étaient lourds. Ben exactement, il disait il faisait pas partie de notre organisation, on jouait pas contre le Rouge-et-Or, mais c'est un monsieur qui était dans le domaine du soccer depuis... Très impliqué depuis X nombre d'années. Toutes les filles le connaissaient. Donc, il dit c'était vraiment pas un match facile. Ben bon, un coup que ça a été commencé, il fallait jouer un match de soccer, il fallait gagner un match de soccer, puis c'est ce qu'on a fait. 4-0, 4 buteuses différentes. Donc, encore une fois, tout comme le hockey, ça montre la profondeur de notre attaque. Puis, ben, à ce moment, ça va bien. On est au 2e rang du classement. 1 point derrière le Rouge-et-Or, justement, qui est au 1er rang, mais on a un match de moins de jouer qu'eux. Okay. Et au soccer, une victoire donne 3 points. Donc, ben, on a encore... on tout regarde, est possible. Tout est possible pour le 1er rang, certainement. Il nous reste 2 matchs à jouer d'ici la fin de la saison. 1 contre le Rouge-et-Or. Donc, on vise le championnat de la saison régulière. Et du côté des hommes, un match nul de 3-3 également face aux Stingers de Concordia. Encore une fois, il disait le résultat, Pat Raimondo, l'entraîneur, il disait le résultat est décevant, mais ce que j'ai vu sur le terrain, c'est loin d'être décevant. Les gars sont revenus de l'arrière à 2 reprises. Donc, on tirait de l'arrière, crée l'égalité, tire de l'arrière encore, on recrée l'égalité. Puis ça prend beaucoup de caractère pour faire ça. Il dit même dans les derniers instants du match, on a décidé de presser, de pousser pour aller chercher la victoire. Puis on a eu des chances, on a eu des occasions, on n'a juste pas été capable de concrétiser. Mais il dit, j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu, là, le caractère des gars, d'être capable de revenir de l'arrière. Puis de même, là, quand on avait créé l'égalité, on aurait pu se dire, bon, là, on l'a fait 2 fois. On se replie un peu, on va chercher le point pour la nulle. Non, les gars voulaient gagner. On a manqué de temps. Il dit, selon moi, puis là, bon, ça reste toujours à prouver, là, mais il dit, si on rachetait quelques minutes, là, ça allait se passer. Mais tout ça pour dire qu'il a aimé le caractère des gars. Puis, ben aussi, on est au 2e rang du classement RSEQ. Il reste 1 match à jouer pour les gars, c'est contre le Rouge-et-Or. Donc, tout est possible pour aller chercher la première place. Très bien. Merci beaucoup, Raphaël, pour ce tour d'horizon ça fait plaisir. De cette dernière semaine d'activité dans l'univers. Il ne reste pas beaucoup. Ben oui, absolument. Il ne reste pas beaucoup. Ça achève cette saison à grands pas dans 1 mois. Finalement, c'est terminé, tout ça. Donc, merci, Raphaël. Nous, on se retrouve dans quelques secondes, littéralement, avec Camille Santerre et Gabriel Chancy, des équipes de volleyball des Carabins. De retour en studio avec de la très belle visite, n'est-ce pas, Raphaël? Gabriel Chancy, Camille Santerre de des équipes de volleyball des Carabins. Bonjour. Salut. Fraîchement sorti d'un examen de droit dans le domaine dans lequel vous étudiez tous les deux. Comment ça s'est passé? Quand même assez bien, je dirais. Ça aurait pu être mieux, mais on va le prendre. On est fiers de vous. Vous êtes les juristes de demain. Là, êtes-vous du genre, là, ça a vraiment pas bien été, puis là, on a 95%? Ouais, non. Non, on est du genre, ça a bien été, puis on est dans la moyenne. Bon, c'est bon. C'est excellent. On prend ça. C'est excellent. Exactement. Alors, on ne vous a pas invité ici pour parler de droit, même si ça serait un sujet extraordinaire à explorer avec vous. On est ici pour parler des séries éliminatoires de volleyball provinciales qui ont débuté le week-end dernier et qui se poursuivent dans 2 semaines. Donc, la fin de semaine dernière, c'était les demi-finales. Les 2 équipes des Carabins l'ont emporté. Les hommes en 2 face aux Reds de l'Université du Nouveau-Brunswick.
C'est ça, UNB. Exactement. Ouais, c'est okay. J'ai paniqué parce que pour moi, les Maritimes, c'est une grosse région. Là, mais... L'équipe des Maritimes. j'ai comme paniqué. Là. Et donc, les Carabins qui ont remporté côté féminin en 3 contre le Rouge et Or de l'Université Laval. Toujours fort plaisant de battre le Rouge et Or. Félicitations à vous deux d'abord pour avoir gagné ces demi-finales-là. Camille, les dames d'abord, on va commencer avec toi. Parle-nous un peu de cette demi-finale-là, donc, qui a été 3 matchs. Un match au Sepsum vendredi. Après ça, vous êtes allé à Québec, vous avez perdu à Québec, vous êtes revenu pour finalement l'emporter dimanche. Avec un peu de résilience, hein. J'ai cru comprendre que ça demandait quand même du caractère, cette demi-finale-là. Là. Oui, bien en fait, notre premier match au Sepsum, je pense que quand on l'a joué, on était vraiment préparés, puis ça a vraiment paru dans le match. On a eu un premier set plus difficile, mais ensuite, on a pris notre beat, puis vraiment, on a fait ce à quoi on s'attendait contre le Rouge et Or. Oui. Ensuite, on est allé au PEPS, qui est un gymnase vraiment différent du Sepsum. Absolument. On avait la foule contre nous. Et on a eu beaucoup de difficultés à prendre notre envol. Donc, c'est pour ça qu'on a joué dimanche. Premier set extrêmement difficile pour les Carabins. Mais ensuite, je pense qu'on a vraiment fait preuve de caractère puis qu'on est revenu vraiment en force. Puis c'est difficile de, comme Olivier a dit dans une entrevue, de changer le momentum dans une série et dans un match. Mais on a réussi puis de très belle façon, je crois. Donc, vraiment des belles séries la fin de semaine passée. Et justement, pour se relever un peu d'un début difficile, comme ça a été votre cas, notamment dimanche, ça prend du leadership, ça prend des joueurs qui sont là depuis plus longtemps, qui ramènent un peu le groupe dans le bon sens, puis tu en fais partie de ces leaders-là, une des deux finissantes de cette année. Comment tu prends ça, toi, ce rôle-là de leadership? Ben, je pense que ce qui est vraiment différent en étant une joueuse plus vieille, c'est surtout l'expérience. Ça paraît logique, mais c'est pas mes premières séries. Je suis habituée de vivre ce stress-là avec les Carabins. Je sais comment ça se passe. Je sais c'est quoi les attentes envers moi puis lesquelles je dois avoir envers mes coéquipières. Donc, juste avoir l'air pleine d'assurance puis en contrôle de mes moyens, peu importe ce que moi je ressens, je pense que c'est vraiment ça qui est important pour donner de la confiance aux plus jeunes puis qu'ils se sentent en contrôle elles aussi. Parce que moi, je me posais la question. Au volleyball, systématiquement, que vous ayez le point ou pas, comme tout le monde est content, vous démontrez « yeah », vous tapez dans les mains, vous rassemblez au centre. Est-ce que, genre, pour les gens, vous faites « yeah », puis rendu en caucus, vous faites hey, « là, maudit, wake up », ou vous restez positif à travers, parce que vous rassemblez vraiment en petits groupes, en petits motons? Souvent, on fait « yeah » pour l'arbitre. Si c'est un tight call, on essaie d'influencer l'arbitre. Mais rendu en caucus, fait là, il réveille. Si c'est une attaque qui est passée proche du bloc, là, on fait yeah, il y avait un touch, là, finalement, non, pas de touch. OK, la prochaine, swing là dans le terrain. Mais moi, c'est ça que je dis. Oh, oui, absolument. C'est ça. Là, vous dites, il y a la version publique, il y a la version dans l'intimité de l'équipe, finalement. Là. En chaque échange, on essaie de régler tous les petits accros là, qui surviennent dans un échange, on essaie de les régler pour pas que ça se reproduise. Souvent, c'est des affaires de communication. Là. C'est pas grand-chose, mais ça fait une grosse différence à la fin d'un match. Et de votre côté, justement, pendant Gabriel Chancy, pendant qu'on aborde le sujet, là, donc demi-finale, ça s'est terminé en 2 matchs. Je crois que c'est le premier qui s'est rendu en 5 matchs. Oui. Est-ce que ça a été plus difficile ou c'est juste que vous affrontiez une équipe que... vous êtes plus habitué de les affronter maintenant qui font partie de la conférence québécoise, les 2 équipes des Maritimes, mais comment ça s'est passé, là? Ça a été... ça nous a pris du temps, nous autres, arriver dans la game, un peu comme les filles. Les Reds ont fait des changements à leur alignement. Il y a des gars qui sont revenus de blessure, contre qui on n'avait pas encore joué cette année. Okay. Des petits ajustements comme ça qu'on savait à quoi s'attendre, mais ils sont arrivés et ils ont très, très bien joué. Puis je pense que c'est tout à leur honneur. Nous, on a fait quelques ajustements, mais ça n'a pas tenu. On n'a pas été assez constant pendant ce match-là pour que ça tienne tout le long. Ouais. Puis ce qui est cool, c'est qu'on s'en est sortis parce que nos 4e et 5e sets ont été nos meilleurs. Puis ça a vraiment bien paru, je trouve, à la fin du match. On avait une belle énergie. Parce que même les équipes des Maritimes, si des gens qui n'ont pas joué cette année, qui ont juste regardé, par exemple, leurs fiches, peuvent se dire qu'ils sont peut-être un petit peu moins fortes, mais reste que les Reds, pour les avoir joués 2 fois en fin de semaine, ils ont d'excellents joueurs. Si on parle des joueurs individuellement, là, c'est leur attaquant qui a gagné recrue de l'année, Lucchese, je crois, son nom. Puis même les Tigers, dans l'autre série demi-finale, qui ont vraiment chauffé le Rouge et Or. C'est 2 bonnes équipes quand même qui... C'était pas gagné d'avance, là, ces demi-finales-là. Vraiment pas. Puis surtout quand tu arrives dans une demi-finale comme ça, eux s'en viennent jouer, puis ils savent que les 3 matchs se jouent chez nous, peu importe ce qui se passe, ils vont en avoir aucun à la maison. Ils n'ont un peu rien à perdre. Ils n'avaient pas réussi à nous battre encore cette année.
Donc, c'est un format un peu particulier. On trouve une porte. Là. Oui. Donc, maintenant, cette année, que la conférence d'Atlantique a été annexée à celle du Québec. Donc, pour des raisons logistiques évidentes, de ne pas faire des allers-retours entre le Québec et les Maritimes dans le même week-end. Tous les matchs d'une série sont disputés chez l'équipe qui a terminé plus haut au classement. Dans notre cas, nous, en demi-finale, nous étions les autres des 3 matchs. S'il y avait eu 3 matchs en demi-finale. Et là, pour la finale, vous allez à Québec pour 3 matchs. On va en parler un petit peu plus tard. Mais donc, pour ces équipes-là, ils s'en venaient ici pour un week-end. Puis, comme il n'y avait rien à perdre. Rien à perdre. Tu mets tout ce que tu as directement en partant. Puis pour eux, ça a fonctionné. Ils nous ont checké au début. Puis on a justement été capable de s'ajuster. Mais ça nous a pris un moment. Là. Puis j'imagine que c'est pour ça que... Parce que là, il y a une pause. En fait, semaine, il n'y a pas de match. Ouais. La finale est dans 2 semaines. C'est pour ça qu'il y a une pause, parce que dans le fond, dans le sens que, mettons là, qu'une équipe d'Atlantique vous aurait battu puis devait aller à Québec la semaine prochaine. Tu fais pas comme Atlantique-Québec 2 fois dans la même semaine. Je sais pas trop pourquoi il y a une pause. L'année passée, si je me trompe pas, il n'y en avait pas eu parce qu'on avait... La finale était sur 2 semaines. Ouais. Je sais pas si c'est dû au voyagement, ça serait très logique, là, mais... Ça fait combien de temps, ce rendez-vous? Vous le faites, vous, là? Oui, nous, on l'a fait en autobus, justement, il y a 2 semaines. Oui. Puis ça nous avait pris autour de 9-10 heures, là, incluant les arrêts, là, mais c'était... 9-10 heures à l'aller, 9-10 heures au retour. Oui, exactement. C'est pour ça que vous jouiez 2 matchs quand vous y allez, puis eux jouaient 2 matchs quand ils venaient ici, exactement. pendant la saison régulière. Oui. Parce que... Ouais, là, vous avez quand même des autobus. L'autobus des caravanes, il y a comme, dans le fond, c'est pas tout des rangées de bancs, là, dans le sens qu'il y a comme un lounge qu'ils appellent ça. Là. Parce que sinon, c'est des grandes personnes. Non, mais je veux dire, au volleyball, ce sont des grandes personnes. Puis, étant une grande personne moi-même, moi, les voyages de plus de 5 heures, ça me fait beaucoup, beaucoup peur pour la place des jambes. Et donc... mais c'est la première fois qu'on allait à UNB en autobus voyageur. Okay. Dans les dernières années, on l'avait fait, mais en 15 passagers. Mais on prenait 2 15 passagers pour toute l'équipe. C'était pas parfait, mais bon, ça le faisait aussi. Mais c'était dur pour nos entraîneurs qui devaient conduire pendant tout ce temps-là, à l'aller et au retour. Ouais. Donc là, autobus voyageur, c'est un peu plus reposant pour nos entraîneurs qui travaillent déjà très, très fort. Qu'est-ce que vous faites pendant ce voyage-là? Vous faites des études, jouez aux cartes? Moi, personnellement, je peux pas dire que j'ai fait beaucoup d'études. Il y a eu beaucoup, beaucoup de sommeil de mon côté. Ouais. Il y a des gars qui ont téléchargé des affaires sur Netflix. Il y a beaucoup de jeux qui se donnent, jeux de cartes, du vidéo aussi à l'aller parce que tu t'en vas te préparer pour un match. Moi, j'en ai fait quand même beaucoup dans l'autobus. Mais tu passes le temps comme tu peux. Et là, c'est une belle leçon de voyage quand même, parce que, je veux dire, on se pose toujours la question de combien de temps, c'est quand même 9-10 heures de bus se rendre là-bas. Les filles, vous n'avez pas besoin de faire ça, heureusement. Hein? Le plus loin que vous allez dans votre saison, c'est à Québec. Et vous êtes allés ce week-end, c'est terminé. Tout ça, là, vous affrontez en finale les Martlets de McGill, qui ont terminé au premier rang cette année. Camille, donc, comment on aborde cette finale-là de votre côté? Parce que, si je ne me trompe pas, vous avez battu les Martlets une fois. On a battu les Martlets une fois au Sipsum. Oui. Ils ont remporté les 3 autres matchs. C'est ça. Je pense que pour la finale qui s'en vient, faut être réaliste. Je pense que McGill, c'est vraiment une bonne équipe. Ils l'ont prouvé. Ils ont fini première au classement. Ils n'ont pas beaucoup de défaites. Mais je pense que nous, il faut vraiment avoir confiance en nos moyens. On est une équipe plus jeune que les années précédentes. Donc, c'est sûr qu'on aborde les séries un peu différemment en termes de préparation, mais je pense vraiment qu'il faut avoir confiance en nos moyens. On a des bons joueurs. Dans les demi-finales qui viennent de se passer, on a vraiment pris notre envol. On a réglé des petits détails. On a vraiment travaillé notre chimie d'équipe. Puis je pense qu'on est vraiment sur un bon air d'aller pour les Martlets. Parce que tu parles d'une équipe, effectivement, en transition. C'est un peu le cas des 2 équipes de volley cette année. On en parlé un peu au début de la saison. Beaucoup de changements de garde. Toi, tu l'as vécu aussi comme ancienne, si on veut. Tu as vécu les 2 gardes différentes. On passait de Marie-Alex Bélanger, qui était MVP au Canada, à, évidemment, son départ. Donc, ça a dû, au niveau offensif, demander un ajustement de votre côté? Oui, c'est sûr. Je pense qu'en début de saison, on cherchait beaucoup ça serait qui nos attaquants qui pourraient carry l'équipe dans des matchs plus difficiles puis tout. Mais je pense que pas des recrues, mais des vétérans comme moi qui n'avaient pas des gros rôles dans les années précédentes, on a vraiment pu stabiliser notre jeu puis accepter notre nouveau rôle de vétérante avec tous les défis que ça représentait. Mais en même temps, les recrues ou les filles plus jeunes qui n'étaient pas nécessairement si impliquées que ça dans les dernières années sur le terrain, ils ont vraiment, vraiment step up puis ils ont amené leur jeu à un niveau différent. Puis je pense que tout le monde a comme accepté le fait qu'on était une équipe plus jeune puis qu'on perdait des vraiment gros joueurs. Puis ça nous a motivés à plus performer puis à être plus perfectionnistes puis à améliorer notre jeu
tout le monde en même temps. Et là, maintenant que oui, vas-y. Non, mais je m'allais juste dire, même dans les matchs importants, comme dimanche, qui était un match crucial, là, si vous perdiez, la saison était terminée, Oli, n'hésitait pas à faire beaucoup de changements, puis embarquer des plus jeunes joueuses, puis les débarquer, rembarquer des vétérans. Puis ça doit, il y a deux manières de voir ça. Là. Des fois, ça peut te shaker un petit peu si tu te fais sortir, mais d'un autre côté aussi, tu peux te dire, n'importe qui est sur le terrain va faire la job. Je pense que c'est comme ça que vous l'avez pris, puis que ça a fonctionné avec la victoire en 4 manches. Là. Oui, bien, je pense aussi vraiment que rendu au stade où on est dans la saison, les rôles, on les connaît, puis on sait c'est quoi les attentes envers nous. Puis, quand on se fait substitutionner, que peu importe par qui, les filles, tout le monde est habitué à ces changements-là, puis on le prend plus comme un repos pour te remettre dans le game puis retravailler tes affaires ou tu sais que la fille qui embarque, elle va mieux faire que toi ce que tu es en train de faire, juste que ce soit le service ou juste une séquence au bum. Donc, c'est vraiment... Et là, justement, je sais que la ligne bleue est écoutée à travers le Québec. Et donc, je ne voudrais pas révéler aucun secret à McGill, qui sûrement nous écoute avec beaucoup d'assiduité. Mais vous affrontez la tête par excellence de côté féminin cette année, Claire Vercheval. Toi, ton rôle par rapport à ça comme joueuse de centre, qu'est-ce que ça implique de ton côté de savoir que tu es une joueuse très forte, là, que de l'autre côté, défensivement, vous abordez ça comment? Personnellement, ça me motive beaucoup. Je suis une joueuse de centre, donc mon rôle primordial, c'est faire des blocs. Oui. J'adore bloquer Claire, donc j'ai très hâte de l'avoir en finale, mais défensivement, ça va juste être une gestion de joueurs, puis je veux pas révéler nos tactiques, mais... non, faudrait pas. On est prête. Vous êtes OK, j'aime ça, on est prête. Confiance. Parce que j'imagine que, mettons, les joueuses comme Claire et tout, vous connaissez depuis longtemps, parce que vous êtes suivis dans les réseaux auparavant, donc t'as pas de secret finalement pour toi, tout ça, là. Il n'y a pas de secret, mais une bonne game, c'est une bonne game. Oui, et d'ailleurs, tu en as eu des très bonnes en demi-finale. On m'a dit là, que ça avait très bien été ton côté en demi-finale. Oui, quand même, des bons matchs de ma part. C'est sûr qu'en ce moment, j'essaie de profiter des derniers moments, donc j'en laisse pas une passer, puis je donne tout ce que j'ai, donc ça paraît... Ça va de pair avec mon jeu. Parce que là, on sait qu'il te reste un match au Sepsum, finalement. Le deuxième match de la finale, puis après ça... Si vous gagnez, vous allez au championnat canadien. Oui. Si vous perdez, ça se termine là. Mais donc, la possibilité d'aller au championnat canadien, qui va être la fin de semaine du 15, 16, 17 mars en Alberta, cette année. Donc, évidemment, on vous souhaite de l'emporter, c'est sûr. Ça va être à suivre dans 2 semaines. Au même moment, les gars vont être à Québec contre le Rouge et Or. Saison parfaite, pas encore perdu, le Rouge et Or cette année. Avec son nom complet m'échappe, mais le MVP des 5 dernières années, Vicho, parce que là, Vincent Paraguir, je sais pas trop, lui, il nous écoute pas, fait qu'on peut le dire. Vicho, donc, le Rouge et Or, une équipe quand même à maturité puissante. Comment vous abordez cette finale? Ne pas les avoir battus cette année, c'est une première dans ma carrière, si je ne m'abuse. C'est dérangeant, mais jusqu'à un certain point, dans un sens, parce que tu te dis, oui, c'est sûr que c'est mieux de savoir dans les faits que tu es capable de battre n'importe qui avant de commencer les séries, ce qu'on n'a pas fait en ne battant pas Laval, mais c'est pas la fin du monde. Je pense que notre objectif, ça va être de faire un peu comme UNB ont fait chez nous, c'est-à-dire d'arriver là-bas, c'est pas chez nous, ils ont la foule derrière eux. Puis de se dire que nous, on est déjà qualifiés pour le championnat canadien. On n'a rien à perdre, à part notre titre de champion provincial, ce qui est comme gros, mais en même temps, c'est pas la fin du monde. Il faut qu'on arrive là pour jouer, dans le fond. Parce que ce qui s'est passé contre eux cette année, c'est qu'il y a eu des matchs qu'on n'a pas joués. On était comme surpris, peu importe, on n'était pas présents. Et puis, je pense que cette année, dans 2 semaines, il va juste falloir qu'on joue sans trop se soucier du résultat. Puis, je pense que ça va bien aller. Parce que, vous avez une lecture de l'interne. Vous faites du volleyball depuis très longtemps. L'œil un peu moins averti comme le nôtre. On pense que ça va bien. Des fois, vous aviez un plan de match. Ça n'a pas bien été du tout. Puis, on avait l'impression que ça a bien été. Mais moi quand je suis allé voir à la mi-février, ici au Sepsum contre le Rouge et Or, vous avez perdu en 3 manches. Mais la première manche, c'était comme... j'allais dire flip a coin, mais c'était tellement serré, là. Puis là, après ça, vous la perdez d'un cheveu, de peu. Je pense que c'est comme... Youssef était sur une super belle séquence. Il attaque un petit peu trop loin du 3 mètres, puis là, ça déraille un peu, mais c'est un microscopique détail qui peut changer une manche. C'est vraiment... mais ça a l'air... Oui, je te dirais, ça peut avoir l'air des petits détails comme ça, mais quand, par exemple, moi, je regarde le match après, ou même quand je suis dans le match,
y a des petites séquences, des petites affaires qui se passent qui font en sorte que ça influence vraiment le résultat d'un match. Ouais. Puis tu te dis, même si ce match-là, il y a des sets qui se sont terminés très serrés, je l'ai pas vu comme si on avait été opportuniste du tout. Je pense qu'on aurait vraiment pu en faire plus ou éviter de faire quelques erreurs. Mais ça, c'est des petits détails qui font la différence puis qu'on va essayer de régler avant d'aller chez eux dans 2 semaines. Toi aussi, joueur de 4e année, vétéran de l'équipe, entouré de jeunes loups cette année qui ont pris la relève de plusieurs vétérans qui ont quitté l'an dernier. On s'est parlé en début de saison, au tout début de l'année. Maintenant, une vingtaine de matchs plus tard, là, c'est quoi ton évaluation de ton équipe au terme de la saison et de la demi-finale? Une saison, je dirais, malgré notre fiche qui est quand même très positive, là, je pense qu'on est 12-4 en saison régulière, ça n'a pas été facile. Tous les défis, je pense, auxquels on pouvait s'attendre de départ de plusieurs vétérans et d'arrivée de nouveaux joueurs, de plusieurs nouveaux joueurs, je pense que se sont toutes concrétisées dans notre cas. Des blessures aussi, quand même. Des blessures. Écoute, on est passé par tout ce qui peut se passer, ça s'est passé. On est encore dans certaines blessures aussi. On n'est pas sûr de quelque chose, mais de quelques affaires. Mais c'est ça, saison pas facile, mais qui, dans les dernières semaines, je pense que notre chimie d'équipe s'est vraiment améliorée. Que ce soit sur le terrain ou à l'extérieur, je pense qu'on commence à trouver, comme les filles, on commence à trouver notre groove, on commence à se trouver sur le terrain. Comme moi, par exemple, sur le terrain, je pense que j'ai 5 joueurs partants qui n'étaient pas partants l'année passée. Oui. Ça arrive tellement rarement, surtout au volleyball universitaire, quand tu as 5 années d'éligibilité. 5 joueurs, c'est énorme. Là. 2 recrues, 3 deuxième années, c'est vraiment beaucoup de nouveautés sur le terrain, mais... Puis c'est aussi des joueurs recrutés par un entraîneur différent, là, dans le sens que chaque entraîneur aussi, j'imagine, a sa touche dans le genre d'aliment qu'il veut composer. Là, Gazi, qui en est sa 2e année, on voit vraiment son empreinte qui va se dessiner au cours des prochaines années. Je pense que ça serait plus vrai, mettons, dans une conférence un peu plus grosse, là, parce que ici au Québec, c'est plus... tu prends les meilleurs. Tu prends les meilleurs. Tu prends ceux qu'il y a. Des fois, t'as pas le choix. T'as besoin d'un gars à telle position, il faut que tu ailles prendre ce besoin d'un grand. Exactement. Tu fais le tour du campus, tu cherches des gens grands. Ça court pas les rues, malheureusement, des grands. Mais oui, il a fallu composer avec toutes ces petites affaires-là. Puis je pense qu'on s'en est bien sorti. Et puis on va atteindre notre sommet dans 2 semaines. Vous êtes déjà qualifiés donc, pour les championnats canadiens. On le disait, même week-end que les filles, 15, 16, 17 mars. Mais vous, c'est à Québec. Donc, on va tourner au PEPS pour ce championnat canadien de volleyball masculin. Donc, à vous deux, je vous souhaite un gros merde pour la finale qui s'en vient donc le week-end du 8, 9, 10 mars et les championnats canadiens également le week-end prochain. Nous serons avec vous, n'est-ce pas, Raph? On va être là. On va être là, on va être au poste. Merci. On va être tous là, puis on vous encourage évidemment tout au long de ce processus-là. Donc, merci d'être venu aujourd'hui et à très bientôt. Merci beaucoup. Déjà la fin de cet épisode de La Ligne Bleue, balado officiel des Carabins de l'Université de Montréal. Raphaël, donc à surveiller ce week-end le hockey, la finale provinciale. On en a parlé tantôt, donc jeudi, samedi et dimanche. Oui, pas compliqué en fin de semaine. Si vous voulez encourager les Carabins, c'est à l'Arena que ça se passe. Les filles qui sont en action en finale face aux Martlets de McGill jeudi ici et potentiellement dimanche si on a besoin. On n'espère pas, mais si les filles ont besoin de vous dimanche, il faut que vous soyez là. Donc, on essaie d'aller chercher la bannière provinciale et pour après ça arriver au championnat canadien avec une grosse confiance. On en reparle beaucoup de hockey féminin la semaine prochaine parce qu'on fait un petit spécial La Ligne Bleue sur le 10e anniversaire de notre équipe de hockey qui, il y a 10 ans, donc commençait sa préparation vers la naissance de l'équipe qui disputait son premier match en octobre 2019. Exactement. Un programme qui a connu du succès rapidement. Oui. Donc, tu sais, parce que c'est 10 ans, 10e anniversaire et déjà des titres canadiens, des bannières RSEQ dans le top du classement chaque année. Donc, on va en reparler beaucoup la semaine prochaine, mais en 10 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Merci beaucoup, Raphaël. On se retrouve la semaine prochaine. Et à vous tous, au revoir!